Heureux Joschka Fischer, en phase avec son opinion venue contester Donald Rumsfeld, tandis que partout en Europe se fait de plus en plus entendre le cri des anti-guerres. Le 14 février, Hans Blix est de retour devant le Conseil de sécurité. Et il entend bien répondre aux allégations faites par Colin Powell lors de la séance du 5 février. Colin Powell avait été envoyé là pour présenter toutes sortes de pistolets fumants. Nous les avons bien observés et j'ai trouvé que Colin Powell avait fait une très bonne présentation. Mais j'ai transmis le matériel à mes experts en leur demandant d'en faire une analyse et de me dire si c'était convaincant. Et comme ils sont revenus avec pas mal de commentaires critiques, j'ai eu le sentiment que je devais dire un mot là-dessus. I would like to comment only on one case which we are familiar with, namely the trucks identified by analysts as being for chemical decontamination at a munitions depot. We have noted that the two satellite images of the site were taken several weeks apart. The reported movement of munitions at the site could just as easily have been a routine activity as a movement of proscribed munitions in anticipation of imminent inspection. Our reservation on this point does not detract from the appreciation of the briefing. Nous sentons bien qu'il se passe quelque chose autour de la table. Et c'est pour cela que nous choisissons de dire aussi fortement, je choisis de dire aussi fortement, dans un texte que j'avais soigneusement préparé avec le président de la République, que la position de la France est une position qui sera une position de responsabilité, fidèle aux principes que nous y avions énoncés, qui avait bien deux visions de l'ordre international, et que nous pensions qu'il fallait être fidèle aux principes qui étaient les nôtres. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Je vous remercie, Monsieur le Président. À l'ONU, le personnel des délégations n'a jamais pour habitude d'applaudir. Mais ce jour-là, oui. Dominique a fait un très bon discours pour lequel il méritait d'être applaudi. Mais l'atmosphère devenait franchement lourde. Alors je me suis dit qu'il fallait que je trouve une sorte de bon mot pour tenter d'alléger l'atmosphère. Mr. President, I speak on behalf of a very old country, founded in 1066 by the French. Thank you. Par bonheur, ça a détendu l'atmosphère. Et ensuite, on m'a écouté. S'il a été écouté à l'ONU, Jack Straw n'a apparemment pas été entendu à Londres, qui connaît le lendemain la plus grande manifestation jamais vue dans la capitale britannique, tandis que le fameux dossier sur les armes de destruction massive est maintenant contesté de toutes parts. Ce jour-là, l'opinion publique mondiale rappelle qu'elle est aussi l'un des grands personnages de cette crise. Samedi 15 février, on défile massivement dans le monde entier contre la guerre. En Amérique latine, en Asie, en Europe, aux États-Unis même.
Devant un tel déferlement populaire, les alliés des Américains ne peuvent pas aller plus loin sans un mandat de l'ONU. Autrement dit, une nouvelle résolution. Blair voulait une résolution, Howard en Australie en voulait une, Aznar en Espagne disait en vouloir une, et je crois que Berlusconi disait la même chose. Les dirigeants étrangers étaient nombreux à dire aux Américains « il nous faut une deuxième résolution », ou tout au moins, il faut qu'on nous voie essayer d'en obtenir une. Les États-Unis n'étaient pas partants pour une deuxième résolution. Mais plusieurs de nos amis, notamment les Britanniques, mais aussi les Australiens et quelques autres, estimaient qu'une deuxième résolution ferait une nouvelle fois la démonstration de la volonté du Conseil de sécurité. Ces amis nous ont donc poussés à demander une deuxième résolution, ce que nous avons essayé. On n'a aucune raison de revenir devant le Conseil de sécurité, puisque le rapport même des inspecteurs, qui est censé être le fondement qui doit permettre, en cas de crise, de constater le manquement, eh bien, n'est pas là. Il n'y a pas de légitimité à revenir devant le Conseil de sécurité pour une deuxième résolution, puisque les choses progressent comme prévu par la résolution 1441. Il a donné l'impression, pour dire ça en termes charitables, qu'en aucun cas la France n'accepterait une deuxième résolution. Mais si c'était exclu par principe, pourquoi donc étions-nous tous en train de travailler alors que la position de la France avant la 1441 avait consisté à réclamer une deuxième résolution? Il y avait là une énorme contradiction. À l'ONU, qui dit résolution dit vote. Craignant d'être mis au pied du mur par les Américains, le président français Jacques Chirac envoie le 21 février à la Maison-Blanche son ambassadeur, Jean-David Lévite. Il y rencontre Stephen Hadley, le numéro 2 du Conseil national de sécurité. Mon message était destiné à dire, attention, qui dépose un projet de résolution, surtout quand ce sont les États-Unis, veut dire aller jusqu'au vote. Et mon message était, êtes-vous bien sûr d'avoir une majorité? Parce que le pire pour les États-Unis, ce serait de déposer un projet de résolution autorisant le recours automatique à la force et de se retrouver, en quelque sorte, à demander la permission d'aller à la guerre avec en face une majorité qui dit non.